Domnilor și domnilor, un interviu special astăzi cu laureatul Goncourt din 2020, Hervé Letellier. Merci d'avoir accepté cette interview. En effet, Monsieur Letellier, je voulais savoir d'abord comment ce prix Goncourt a changé votre vie, parce qu'on sait que ce prix il a plutôt une valeur symbolique, c'est un chèque de 10 €, mais le prestige attire les lecteurs. C'est vrai, et puis ça a aussi un effet sur le travail antérieur. J'ai eu le Goncourt à un âge que je ne qualifierais pas d'avancé, mais qui n'est pas, j'ai pas 40 ans, et donc ça signifie pour moi que les livres que j'ai pu écrire auparavant ont une seconde vie. Ce qui veut dire que presque 30 livres reparaissent, sont disponibles, sont visibles, des choses qui sont parfois des poésies et qui se sont à l'époque diffusées à quelques centaines ou milliers d'exemplaires qui vont un peu plus être lus. Et évidemment, il y a une sorte de visibilité accrue, non seulement sur moi, mais aussi sur le groupe auquel j'appartiens, qui est l'Oulipo. Et ça donne l'occasion d'aussi revaloriser le travail de tout un groupe de personnes qui existent depuis 60 ans et qui aujourd'hui produit encore des livres. Donc c'est un double effet, il y a un effet sur mon travail, il y a un effet sur le travail collectif de l'Oulipo et sur le travail individuel des Oulipiens. C'est important. Vous présidez ce mouvement littéraire, l'Oulipo, qui est un mouvement qui pratique l'écriture sous contrainte. La contrainte, c'est une façon de dire qu'on n'écrit pas d'une manière spontanée. C'est-à-dire, il y a une spontanéité naturelle dans l'écriture qui existe pour tous les écrivains, mais en plus, la plupart des Oulipiens, et pour certains de leurs livres, pas pour tous, s'appliquent des règles pour écrire. Des structures, des formes, des procédures, des procédés d'écriture, enfin tout existe. C'est aussi divers qu'un livre de Georges Perec qui s'appelle La disparition, qu'il va écrire sans utiliser une seule fois la lettre E, mais ça peut être aussi simplement une structure générale du livre qui va préexister à l'écriture et qui va finalement créer le livre lui-même, comme par exemple Italo Calvino dans Si par une nuit d'hiver un voyageur, où l'histoire elle-même est guidée par l'apparition des personnages, du lecteur, de la lectrice, des livres dans lesquels les lecteurs sont présents, enfin c'est assez structuré, et on n'écrit donc pas de la même façon. Pour ma part, le travail que je fais souvent n'est pas un travail qui travaille sur la lettre, ni sur la linguistique. Je ne travaille jamais, par exemple, sur le lipogramme, sur la privation d'une lettre, je ne fais jamais d'anagramme, je ne fais jamais de choses qui sont trop contraintes linguistiquement, mais je travaille beaucoup sur ce qu'on peut appeler la forme, les damiers, les jeux d'échecs, les dominos. Et j'essaie de faire des parallélismes entre ces jeux et les livres. On évite toujours ce qui serait la spontanéité et qui parfois emmène à de la banalité. J'utilise parfois les métaphores du jet d'un tuyau. Lorsqu'on arrose un jardin, on a toujours tendance à appuyer sur le bout du tuyau pour que le jet aille plus loin. Ça marche très bien si vous avez un jardin et un tuyau d'arrosage. Si vous appuyez au bout, on sait très bien que la pression qu'on exerce sur le tuyau fait que l'eau est projetée à 2-3 mètres plus loin que si on simplement laissait couler l'eau. La contrainte, c'est ça. La contrainte, c'est appuyer sur le bout du tuyau de la langue, le bout du tuyau de la fiction, et l'eau, c'est-à-dire la littérature, la fiction, la narration, va plus loin que si on s'était contenté de laisser couler l'eau dans un premier jet. Qu'on raconte aux téléspectateurs un peu le sujet de l'anomalie, votre roman qui a gagné le prix Goncourt. C'est une idée un peu science-fiction, disons, l'idée qu'un avion se dédouble un jour avec tous ses passagers et vous explorez tout ce qu'engendre ce dédoublement. Et en effet, la question du double, c'est assez classique dans la littérature. Bien sûr. Alors pour moi, je ne donne pas le terme de science-fiction. Bien qu'il y ait de la science et bien qu'il y ait de la fiction, j'utilise un autre mot qui est celui d'expérience de pensée. C'est-à-dire, je propose au lecteur ce que les Américains appellent un « what if ». Quoi si? Qu'est-ce qui se passerait si? Et j'essaie de trouver une explication qui est effectivement de l'ordre du scientifique et qui nous précipite dans un univers qui est celui du virtuel, et donc qui est celui inventé par finalement Philippe K. Dick dans les années 50, 60, 70, et qui est un univers dans lequel le monde n'est pas forcément celui qu'on croit qu'il est. Mais ça reste néanmoins un livre qui se passe aujourd'hui, et donc ce n'est pas de l'anticipation. Un livre qui ne modifie pas le monde, ni les comportements que nous avons. Et puis, l'idée générale aussi, c'est que
lorsqu'on veut créer un livre qui fait une proposition au lecteur qui est aussi surnaturelle, enfin aussi spéciale, aussi étrange, il faut contrebalancer ce fantastique, ce surnaturel par du réalisme, par une plongée dans un univers qu'on connaît tous très bien, ce qui va augmenter le contraste et ce qui va augmenter l'étrangeté en fait. Et se proposer un monde dans lequel il y a bien Emmanuel Macron, Ed Sheeran, le président chinois et tout l'univers collectif dans lequel nous vivons, y compris des talk-shows américains avec Stephen Colbert. Pour moi, ça me permet de dire au lecteur, tu es dans un monde qui est le tien, dans lequel tu vis tous les jours, mais attention, ce monde dans lequel tu vis n'existe pas. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était cette proposition qui est un peu vertigineuse et qui m'a été proposée par un probabiliste, philosophe suédois, qui travaille maintenant à Londres, et qui s'appelle Nick Bostrom, qui a fait cette proposition il y a une vingtaine d'années, et que j'avais un petit peu oublié. Et en écrivant le livre avec cette proposition sur le double, je me suis dit à un moment donné que c'était impossible de rester dans une fiction sans matérialité, sans plausibilité. Je voulais pas un conte de fées. Finalement, lorsqu'on lit un livre, on est aussi dans un univers virtuel, on est aussi dans quelque chose qui est une création, on est aussi dans quelque chose qu'on accepte comme étant une création, et les rapports qu'on a avec les personnages du livre, parfois sont des rapports intimes. Là, ce que je propose de dire, c'est peut-être même notre vie est une fiction. Oui, exactement. C'est l'idée qui nous donne des angoisses, l'idée que l'humanité même, elle n'est pas réelle, que c'est un programme créé par une intelligence supérieure, artificielle. Peut-être, oui. Alors, j'ai pas de réponse à cette question. Ce qui est certain, c'est que la proposition de Bostrom est intéressante, parce que ce qu'il fait, c'est... Il dit, voilà, nous sommes des êtres pensants, nous sommes capables de créer des cerveaux dans quelques années, des cerveaux qui seront équivalents au cerveau humain, et donc dans quelques années encore, des dizaines, des milliers, des centaines de milliers, des millions de cerveaux humains, auxquels on pourra faire croire qu'ils vivent dans un environnement, qui est un environnement réel, mais eux ne se rendront pas compte que c'est une création. Et donc dans 100 ans, dans 2 siècles, nous aurons la possibilité de créer des civilisations fictives, que nous ferons vivre, évoluer, pour voir comment elles évolueraient. Et puis d'un seul coup, il se dit, mais si ça c'est vrai, pourquoi est-ce que nous-mêmes ne serions pas une civilisation inventée? Et cette inversion de paradigme, cette inversion de la logique même, du premier raisonnement, elle est vertigineuse parce qu'elle dit peut-être que si vraiment c'est possible de simuler des centaines de civilisations, peut-être qu'on a simplement une chance sur 100 d'être vraiment biologiques, d'être vraiment des êtres qui pensons et qui existons et qui sommes vraiment basés sur un code du carbone, l'ADN, sur une vraie planète, dans un vrai monde, à toucher des vraies tables et à boire des vrais verres d'eau. C'est peut-être faux, mais en tout cas, c'est intéressant. L'anomalie dans le roman, c'est exactement ce moment-là de révélation, quand l'humanité se rend compte que peut-être elle n'est pas réelle, voilà, qu'elle est virtuelle. L'anomalie, c'est 3 choses à la fois dans le livre. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une rupture de continuité. L'anomalie, c'est aussi dans un programme ce qu'on appelait un bug. Donc c'est une boucle. C'est quelque chose qui fait qu'à un moment donné, le programme rentre en conflit avec lui-même parce qu'il y a une erreur de programmation ou parce qu'il y a une programmation qui autorise cette erreur, ce qui est aussi une possibilité. Et puis enfin, l'anomalie, c'est aussi la proposition, bien sûr c'est le livre dans le livre, ça c'est logique, mais c'est aussi la proposition que ce soit lui-même une anomalie littéraire, que l'anomalie telle qu'elle est proposée, le roman, soit une anomalie elle-même. C'est-à-dire un roman avec beaucoup trop de personnages, un roman avec beaucoup trop de propositions, un roman qui est un roman bizarre, et qui a eu la chance, parce que le titre est plat, le titre n'est pas un bon titre en soi. Et d'un seul coup, avec la pandémie, avec la situation anormale dans laquelle on a tous été précipités, ce titre qui était un titre que je dirais vraiment, oui, plat, c'est-à-dire presque un mauvais titre, est devenu un très bon titre. Un titre facile à retenir, un titre en adéquation complète avec la période, et un titre ironique, un titre presque métaphorique de notre vie. Vous avez invoqué la pandémie. Vous pensez que la pandémie, elle a fait augmenter les ventes? Parce qu'on a dit que l'anomalie, c'est le 2e Goncourt. Ouais. Il est arrivé jusqu'à 1 million d'exemplaires. Alors, ça n'a pas fait vendre plus de livres globalement en France.
C'est-à-dire qu'on a vendu en 2020 et en 2019 et en 2021 autant de livres quasiment. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe toujours, c'est que de plus en plus de gros vendeurs vendent des livres alors que des petits vendeurs en vendent moins. Ce phénomène, il existe depuis toujours. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup parlé de ce livre, qu'il a bénéficié de la bande rouge du Goncourt, qu'il a fait une proposition narrative qui était inhabituelle par rapport à ce que propose la rentrée littéraire française, que tout ça a correspondu à une sorte d'alignement de planètes qui fait que ce livre s'est beaucoup vendu. Mais il n'y a pas eu en fait un regain des ventes globales des livres. J'ai bénéficié du fait qu'on a attendu le Goncourt en France pendant 2 mois et donc il y a eu une sorte de plus grande visibilité encore de ce prix par rapport aux années précédentes parce qu'ils ont décidé en raison de la pandémie d'attendre la réouverture des librairies pour le délivrer. Tour de personnage, vous avez dit, il y a du suspense et je vous avoue qu'il y a beaucoup de plaisir en lisant et en suivant les aventures des personnages. Il y a un côté populaire mais aussi un côté très sophistiqué parce que vous jouez beaucoup au genre des romans. On a un roman noir, on a un roman psychologique. Comment vous êtes arrivé à englober toutes ces qualités? Bon, d'abord, je n'ai rien contre le populaire. C'est-à-dire que je suis très, moi, roman populaire. J'ai lu dans mon enfance Alexandre Dumas, Jules Verne. Ce sont des romans populaires qui sont écrits pour être lus par tous. Ceci posé, il y a une phrase de Raymond Queneau qui est que les romans sont comme les oignons. Il y a beaucoup de couches. Donc ce qui aussi, peut-être a participé du succès de ce roman, c'est qu'il pouvait à la fois satisfaire une première lecture, assez spontanée, assez univoque, qui est une lecture où on lit une aventure, un roman de plusieurs aventures. Il y a une deuxième couche qui est que ce roman est un roman avec plein de structures intérieures, qui fait que des amateurs de romans littéraires peuvent retrouver la littérarité qu'ils aiment retrouver dans les romans, avec des jeux qui sont des jeux littéraires classiques, comme par exemple l'aller-retour entre la narration intégrée d'un personnage dans le texte, toute une série de jeux qui sont inhérents à tous les romans que moi j'aime, de Philippe Roth en passant par Flaubert, enfin c'est des choses que j'aime bien écrire. Et il y avait donc tous ces niveaux qui faisaient qu'on avait à la fois un roman littéraire et populaire qui fait que j'ai pu toucher beaucoup de gens à différents niveaux. Et c'est aussi un roman, je crois, qui, par le fait que j'ai beaucoup de personnages, est un roman qui et beaucoup de situations et que je voyage dans le monde entier, que je propose d'aller aussi bien à Mumbai qu'aux États-Unis, que visiter le bidonville de Lagos, que d'aller dans la cité interdite avec le président chinois. Donc je voyage beaucoup et j'ai des personnages très différents les uns des autres, des jeunes femmes noires américaines et avocates, un écrivain français, un vieil homme, une petite fille. Et le jeu avec tous ces personnages, c'est aussi de proposer à chacun des lecteurs une identification possible. Et le jeu avec les styles littéraires permet de maintenir cette attention, permet de maintenir la tension narrative, permet de maintenir un suspense. Et moi, j'ai joué beaucoup avec les codes du best-seller. Et je m'amusais avec des codes qui sont ceux que j'avais aimé lire lorsque j'avais lu Jules Verne, lorsque j'avais lu des best-sellers américains comme Michael Crichton, ou que j'avais pu lire en lisant, lorsque j'étais enfant, des livres de science-fiction comme Stephen King, voilà. Et j'aimais ça, je trouvais ça drôle. Il ne faut jamais rejeter ce qui vient de la littérature populaire. Il faut en permanence se poser la question de savoir qu'est-ce qui va intéresser le lecteur dans la structure et qu'est-ce qu'on peut lui apporter en plus en termes de narration, en termes d'écriture, en termes même parfois de poésie. Et vous avez raison, dans ce livre, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien une poésie qu'une chanson, que des mails, que des interrogatoires, que le livre dans le livre. Et puis, il y a aussi des moments d'introspection, des moments de romans noirs, des romans de science-fiction. On va retrouver des choses qui appartiennent aux films, comme par exemple Steven Spielberg. Ou une scène de Dexter. Ou une scène de Dexter. Enfin, on va s'amuser avec des choses qui appartiennent à l'univers populaire de tous. Et moi, j'avais envie de ça. C'est-à-dire de jamais me limiter en termes de propositions d'imaginaire et d'images. Et comme la plupart d'entre nous avons vu les mêmes choses, discutons des mêmes choses,
nous sommes dans un univers global. Hein. Le monde est devenu beaucoup plus petit. Et nos imaginaires collectifs au niveau culturel se sont à la fois terriblement agrandis parce qu'il y a beaucoup plus de choses et simultanément beaucoup plus unifiés. Donc on peut proposer à des lecteurs des univers dont ils ont déjà les références. Même s'ils n'ont pas vu Dexter, ils connaissent le principe de Dexter, du tueur sympathique et néanmoins tueur en série. En effet, ce que votre livre nous dit vers la fin, c'est que l'humanité, la nature humaine, elle n'aime pas la réalité trop compliquée. Parce que cette histoire des dédoublements successifs, elle est résolue par les gouvernements d'une manière brutale. Radicale. Oui, avec des armes. On détruit les clones. Oui, mon idée, assez profonde, c'est que nous sommes des êtres de déni. C'est-à-dire que nous aimons nier le réel. C'est nécessaire, hein, puisque nous sommes les animaux qui avons dès la naissance, ou en tout cas peu de temps après, conscience qu'on va mourir. Donc, le déni fait partie de nous, parce que sinon, on ne pourrait pas se rendormir le soir en pensant à notre future mort. Donc, on passe notre temps à nier notre destin. C'est la base même de la possibilité de survie. Donc, nous sommes des êtres de déni. Nous sommes en plus des êtres dans lesquels le système biologique des primates fait que nous privilégions toujours le plaisir au bonheur. Le plaisir immédiat à un bonheur futur. Et donc, parce que nous sommes des êtres de plaisir immédiat qui fonctionnent entièrement sur la sérotonine et pas sur la dopamine, nous avons une tendance à nier ce qui va nous arriver demain. Donc le déni fait partie de nous. Et en plus, nous avons un système de déni qui fait que nous créons des cultures, des religions, des systèmes de pensée dans lesquels nous sommes programmés pour rester, si nous sommes éduqués comme des musulmans, si nous sommes éduqués comme des orthodoxes, comme des chrétiens, voilà, nous vivons, nous ne remettons jamais en cause ce que nous avons appris enfant. Ça fait partie de notre système. On est incapable de changer d'avis, alors qu'on voit bien qu'autour de nous, des gens pensent différemment, mais ce qu'on a appris dans notre enfance, c'est définitivement ancré. C'est ce qu'on appelle l'empreinte. Si on dit à un enfant que le crocodile, lorsqu'il a 3 ans, est un être surnaturel, il va y croire toute sa vie. Et le Père Noël, on arrive à s'en débarrasser. Le Père Noël, oui, parce que même les parents n'y croient pas. Mais Dieu, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, l'être de déni, c'est aussi un être d'acceptation. C'est les deux à la fois. Un être qui, à la fois, va refuser et qui, simultanément, va accepter de manière illogique et irrationnelle. Donc, nous sommes ça. Ça veut dire que lorsque quelque chose vient s'opposer à ce que nous pensons, vient directement montrer que nous avons tort, comme par exemple, ici, le dédoublement, mais de manière plus simple aujourd'hui, le réchauffement climatique, qui prouve que nous avons tort de vivre comme nous vivons, eh bien nous allons refuser de voir ce qu'il faudrait faire ou comment il faudrait changer. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, et ça m'intéresse énormément. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une part importante de notre psychologie, c'est ce qui sans doute va nous amener à notre perte, et qui fait qu'en tant qu'espèce, nous allons peut-être disparaître, mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, parce que si nous ne travaillons pas dessus, nous sommes vraiment menacés d'extinction. À cause des dégâts écologiques? À cause des dégâts écologiques, parce que nous continuons à utiliser du plastique, parce que nous continuons à déverser dans l'atmosphère des tonnes de CO2, parce que le permafrost se réchauffe et qu'il libère du méthane, et que tout ceci est un cercle extrêmement vicieux contre lequel nous ne luttons pas et contre lequel aucune décision n'est prise. Ce qui prouve que les politiques n'ont pas, non seulement pas conscience, mais n'ont pas, même pas en face d'eux un mouvement suffisamment organisé et suffisamment puissant pour les forcer à changer de position. Donc, même si l'inquiétude des jeunes est grande, ce sont encore les vieux qui gouvernent. Je serais assez favorable à l'idée d'une gouvernance par des moins de 30 ans et interdire le droit de vote aux plus de 30 ans. Monsieur Letellier, merci pour ce livre qui nous donne cette idée de penser au sens de l'humanité et qui nous donne tellement de délices littéraires. Il y a une complicité culturelle pour une partie du public, des lecteurs. Oui, je crois que ce qui m'intéresse dans l'écriture, dans un livre surtout comme celui-là, qui est un livre vraiment de fiction, c'est de créer un rapport au lecteur qui est un rapport complice. C'est-à-dire un rapport dans lequel l'humour est présent, dans lequel on ne se moque jamais de lui, dans lequel on essaye de lui expliquer les choses simplement, mais pas de manière pédagogique, mais plutôt de manière didactique et ironique. Et ludique. Et ludique, oui, et ludique. Et dans lequel on ne va pas
imposer une réflexion philosophique par le biais justement d'une didactique, mais qu'on va le faire passer par le biais de la fiction et le biais de questionnements intenses proposés par le livre lui-même. Et j'aime bien cette idée que parfois les personnages portent les questions et qu'ils les portent toutes à la fois. J'ai un chapitre où toutes les questions sont posées en une seule fois, et après le lecteur se débrouille pour regarder celle qui l'intéresse. Merci. Merci à vous.